80 ans après son exécution au Mont Valérien, Missak Manouchian entre au Panthéon, accompagné de sa femme Mélinée, et avec eux, les combattants de l'Affiche rouge. Avec cette panthéonisation, c'est le rôle des étrangers dans la résistance, parmi lesquels de nombreux juifs, qui s'inscrit désormais dans la mémoire nationale. Pour évoquer cette figure de la résistance, nous réalisons une émission spéciale présentée à Academ en partenariat avec RCJ. Bonjour Laurence Goldman. Bonjour Elisheva Gottfarstein. Comment Missak Manouchian, poète, apatride, rescapé du génocide arménien, est-il devenu le chef des FTP MOI, ce groupe engagé dans la lutte armée contre l'occupant nazi et le régime de Vichy? C'est ce que nous allons essayer de comprendre à travers cette émission en 2 volets. Tout d'abord en compagnie de 2 historiens spécialistes de cette histoire, puis avec le seul descendant direct de l'un des combattants de l'Affiche rouge, Georges Dufaux-Epstein. Et puis Laurence, une participation exceptionnelle en fin d'émission. Oui, absolument, avec le musicien d'origine arménienne Fred Nefché. Il lira pour nous la dernière lettre que Missak Manouchian écrivit à son épouse Mélinée quelques heures avant son exécution. C'est une création musicale originale pour Academ et RCJ. Claire Mouradian, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche émérite au CNRS et enseignante à l'École des hautes études en sciences sociales, spécialiste de l'Arménie et du Caucase. Denis Péchanski, bonjour. Bonjour. Vous êtes également directeur de recherche émérite au CNRS, spécialiste de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Vous faites partie de ceux qui se sont engagés en faveur de cette panthéonisation. Alors, pour bien comprendre qui est Missak Manouchian à l'aube de la Seconde Guerre mondiale et pourquoi il s'engagera dans la résistance, il faut sans doute commencer par rappeler, Claire Mouradian, que son histoire personnelle s'inscrit dans celle tragique du génocide des Arméniens de 1915. Oui, tout à fait. Missak Manouchian, comme son épouse Mélinée, sont 2 orphelins du génocide des Arméniens. Ils sont nés tous les 2 à la veille de la Grande Guerre. Missak Manouchian en 1906, son épouse en 1913. Ils ont vécu justement cette grande catastrophe du génocide. Ils y ont perdu leurs parents, se sont retrouvés dans des orphelinats, dans différents endroits, là au Liban, dans le cas de Missak, Mélinée en Grèce, puis ils sont arrivés en France à peu près en même temps, au début des années 20. Donc ils ont aussi en partage ce destin, tous les 2 bien sûr, mais comme beaucoup d'Arméniens de France qui sont en France aujourd'hui, sont les descendants de ces rescapés arrivés donc au lendemain de la Grande Guerre. Comment Manouchian devient communiste, Claire Mouradian? Il appartient à la classe ouvrière, de fait, lorsqu'il est en France, mais il est aussi un intellectuel qui réfléchit et qui se révolte contre l'injustice. C'est ces 2 aimants-là qu'il faut prendre en compte. Alors tout à fait, il est issu d'une famille donc du monde rural, plutôt. Je pense que son père était un artisan de sa région, mais comme beaucoup d'Arméniens, alors quelles que soient les classes sociales, ils se retrouvent prolétarisés. D'ailleurs, les Arméniens qui arrivent en France sont venus comme travailleurs, et dès son arrivée, il arrive en septembre, le 16 septembre 1924 en France. 3 jours après, il commence à travailler au chantier naval de la Seine. On le voit à travers le registre d'immatriculation que l'on a retrouvé dans les archives municipales. Et donc, c'est des gens qui sont donc des ruraux à l'origine, qui ont perdu leur famille pour la plupart. Et au sein de la classe ouvrière, ou du monde ouvrier, ils vont peut-être retrouver d'autres modes de solidarité, de convivialité, une autre famille. Et donc, alors, c'est un Arménien, il est très proche de ses racines, il est très actif au sein de sa communauté d'origine à Paris, mais c'est aussi un amoureux de la France, Denis Péchanski. Oui, alors ça, c'est la nouveauté de ces derniers mois, à l'occasion de la panthéonisation. J'ai été amené à travailler sur toute une série d'archives, comme Claire, chacun dans notre domaine, et je suis tombé sur son dossier d'étranger. Et le dossier d'étranger contient 2 demandes de naturalisation en 1933 et janvier 1940. Et donc, ça nous confortait dans l'idée qu'on est là face à une convergence identitaire. Il est communiste, internationaliste, il est arménien, très marqué évidemment par le génocide et la mémoire du génocide. Et puis il a un amour pour la France qui s'est construit dans l'amour de la littérature, en Arménie même, et ensuite surtout dans l'orphelinat d'accueil à côté de Beyrouth.
Et là, il va être entre les deux cultures, et dès qu'il vient en France, d'abord à la Seine-sur-Mer, puis il vient sur Paris, et là, il va être à la bibliothèque Sainte-Geneviève, où il va lire les auteurs, et il sera comme un pont. On voit bien dans des carnets qui sont eux aussi inédits, les carnets montrent qu'il est dans la traduction du français en arménien. Il écrit, c'est un poète. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'Aragon, évidemment, a repris aussi ce personnage. C'est pas simplement le résistant communiste, c'est pas simplement l'affiche, c'est aussi le poète qui était déjà chanté par Éluard dès 49, qui va l'être par Aragon évidemment en 55. On peut dire que, disons, pour l'amour de la littérature française est aussi quelque chose de très général dans le monde arménien de l'Empire ottoman, et d'une façon plus globalement dans l'Empire ottoman. Enfin, la France joue un grand rôle, en particulier à travers sa littérature, et très tôt, même déjà, comme Denis le disait, dès l'orphelinat, il lit énormément, il essaie de se cultiver. Tout à l'heure, vous évoquiez le fait que, comment tombe-t-il dans le monde communiste, dans la mouvance communiste. Alors certes, c'est un ouvrier, il est parfois amené à faire des tas de métiers parce qu'il y a la crise, il y a le chômage, etc. Mais il a un côté de frustration de ne pas, du fait de son orphelinage, de ne pas avoir pu faire d'études, de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout, et il essaie en permanence de se cultiver. Mais en même temps, Claire, il y a un attachement à la France de la Révolution française, aussi, à la France des Lumières, bien entendu. Très commun d'ailleurs avec les Juifs. Très partagé, bien entendu. Par les Juifs venant de Pologne et d'autres. Ils partagent tous cet amour. Juste une peut-être dernière question à vous, Claire Mouradian, pour qu'on cerne bien qui était ce Manouchian à l'aube de la Seconde Guerre mondiale et de son engagement dans la résistance. Vous diriez que finalement, il avait une véritable conscience politique qui s'était construite dans les années 30 ? Alors, tout à fait, à travers, d'une façon générale, le sentiment d'injustice, la lutte contre l'injustice, injustice sociale, injustice nationale aussi, du fait du sort vécu par les Arméniens. Et aussi, donc, bien sûr, il y a à la fois cette mouvance internationaliste qu'il partage, universaliste, mais aussi il y a une Arménie soviétique, devenue soviétique après l'indépendance, donc qui est aussi, le communisme incarne aussi le régime dans la patrie des origines. Donc c'est à la fois aussi un amour de ses racines, d'une certaine façon, et qui le porte à aller vers ça. Donc il y a cet ensemble, c'est un personnage complexe. Le Hawk. Oui, le Hawk, donc il fait partie, donc il y a un mouvement de masse arménien qui s'appelle le Comité de secours à l'Arménie, qui a été fondé en 1921, en même temps que le Comité d'aide à la Russie. Il est le secrétaire, l'un des dirigeants de ce mouvement. Son épouse Mélinée, qu'il va rencontrer au sein de ce mouvement, en est aussi un membre important. Et cela, réunit finalement ces deux combats. À la fois et en même temps, toutes ces associations, qu'elles soient arméniennes, mais il y a sans doute les équivalents juifs, sont des éléments d'intégration dans la société d'accueil. Alors justement, on y vient à ces éléments d'intégration. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la MOI ? Alors la main-d'œuvre immigrée a été créée assez rapidement au sortir de la Première Guerre mondiale. C'est tout simplement parce que la France sortait saignée de la Première Guerre mondiale. Elle avait besoin de main-d'œuvre. Et on va voir arriver dans les années 20, à la différence des années 30 où avec la crise on a le mouvement inverse qui s'opère, dans les années 20, on a un afflux mais de millions d'immigrés qui viennent parce qu'on a besoin de main-d'œuvre. Et Missak qui va venir en France parce qu'on a besoin de main-d'œuvre, et aussi il va venir comme réfugié avec le passeport Nansen. Mais c'est fondamental de comprendre qu'effectivement, dans les années 20, le PC met en place une structure qui sert finalement à la fois de vecteur d'intégration dans la société française et en même temps en respectant les singularités d'origine. Oui, parce qu'il y a différentes structures. Exactement, ils vont laisser des groupes de langues. Alors on pense d'habitude c'est par pays, c'est pas exactement ça, parce qu'il y a aussi un groupe de langues juifs, parce que c'est les yiddishophones de Pologne. Alors il y a un groupe de langues de Hongrie, de Bulgarie, de Roumanie. Bon, ils sont pratiquement tous juifs, sauf que les yiddishophones de Pologne, ils ont leur propre structure. Et on va retrouver comme ça dans les années 20, dans les années 30, et on va les retrouver évidemment pendant la Deuxième Guerre mondiale dans la Résistance.
À quel moment se crée ce mouvement de résistance qui sera celui de Manouchian, FTP Moy, et à quel moment, comment se prendra la décision de basculer d'une distribution de tracts à la lutte armée? Alors c'est deux mouvements différents. D'abord, il y a la question de l'engagement dans la résistance et dans la lutte armée. Bon. On sait très bien que le pacte germano-soviétique, qui a été signé en 1939, en août 1939, va être un véritable traumatisme pour une bonne partie des militants communistes, et singulièrement pour les militants étrangers, qui étaient en première ligne dans le combat anti-nazi, dans le combat antifasciste. Évidemment, ils vont être très réticents par rapport à cette nouvelle ligne. On peut penser d'ailleurs que Manouchian, demandant à nouveau sa naturalisation en janvier 1940, on est en plein dans le pacte, c'est à minima un signe fort, on va dire. Bon, parce que demander sa naturalisation pour pouvoir combattre, alors même que le PC, dans le cadre de ce grand changement stratégique, dit c'est une guerre impérialiste, la classe ouvrière n'a rien à faire dans cette guerre, évidemment, là, on voit bien la distorsion. Bon, le tournant s'opère en 1941, et puis au printemps, s'opère un renversement déjà au sein du PC, globalement, ce qui fait qu'on peut dire que la résistance anticipe de quelques mois dans ses choix le basculement majeur qui est l'opération Barbarossa, la rupture du pacte germano-soviétique et l'entrée des troupes allemandes à l'Est. Et là, bien entendu, non seulement il y a changement de stratégie, mais en plus, il y a un appel à la lutte armée. Et là, on a deux types d'actions. Des actions de type politique, la propagande, et à côté, on a effectivement ceux qui s'engagent dans la lutte armée. Et là, en avril 1942, derrière Holban, qui est premier chef militaire, Boris Holban, Brouman en fait, prendra le nom d'Holman d'ailleurs après-guerre, c'est un juif roumain qui a une expérience de la clandestinité dans son pays avant la guerre et qui va organiser les FTP-MOI, de même qu'au niveau central, il y a les FTP qui intègrent tout, étrangers comme français. Et alors, Misak Manouchian, quel est son rôle exact? Alors Manouchian pendant longtemps, va rester dans la lutte politique, dans la lutte de propagande clandestine, y compris d'ailleurs pour trouver des armes et recruter des combattants, mais avec des responsabilités importantes, puisque il va être le chef du groupe de langue arménien, justement, de l'AMOI. Et puis, en février 1943, il y a le PCF qui demande à ce qu'on fasse un effort vraiment important pour qu'on mène une lutte armée. Parce que là, il y a un enjeu décisif, international et national. Donc, il faut renforcer les FTP-MOI, il faut recruter. Et là, comme chef du groupe de langue arménien, il décide de montrer l'exemple et il va rentrer dans les FTP-MOI, entraînant d'ailleurs dans la foulée les premiers Arméniens à rentrer dans les FTP-MOI avec lui. Et sa première action très spectaculaire est du 17 mars 1943, où il va quand même, excusez du peu, jeter une grenade au milieu d'un groupe de militaires allemands qui passait par là, à Levallois. C'est pas des petites actions, quoi. Il y va très fort, mais d'où il tient sa formation militaire? Parce qu'on l'a dit au début, c'est un Il poète, n'a aucune un formation intellectuel. militaire. Non, il a été Lui, il a aucune, sauf qu'il était quand même quelques mois. dans l'armée française en formation et que, oui, bien sûr, mais il faut bien comprendre qu'il y a un mixte en fait dans ces FTP-MOI. On a ceux qui ont une expérience, soit de la guerre d'Espagne, soit de la lutte clandestine dans les pays d'Europe centrale orientale, Holban, Botsov, Geduldish, toute une série comme ça, et évidemment Epstein, et ceux-là, évidemment, ont une, voire deux expériences de clandestinité et lutte armée, et puis des gamins. Ils ont entre 17 et 22 ans, 23 ans. Reimann, il a 21 ans. Et ils n'ont aucune expérience de ce combat militaire. Et Manouchian, il est dans l'entre-deux en quelque sorte, et il ne faut pas oublier, parce que ça doit jouer aussi dans son engagement.
c'est que son père est mort les armes à la main. Oui, au moment du génocide de 1915, il y avait tout un mouvement arménien contre la persécution, l'arbitraire du régime du sultan, etc. Un mouvement d'autodéfense qui a été très important. Il y a eu quand même des assassinats politiques, il y a même une tentative d'assassinat du sultan Abdulhamid, qui faisait parler des Arméniens, aussi bien dans l'Empire russe, aussi contre les oppresseurs. Cette tradition, apparemment, existe aussi dans la famille de Missak Manouchian, puisque son frère rappelle que leur père est mort justement dans une des luttes d'autodéfense au moment des déportations arméniennes. Et ça aussi, c'est un souvenir important dans la vie. Et il y a toujours l'image des Arméniens, comme d'ailleurs souvent des Juifs, qui ont été à l'abattoir sans se battre, etc. Mais c'est pas tout à fait exact. Donc c'est aussi cette dimension-là qui sans doute existe en lui. Et puis, comme le disait Denis, il fait partie des plus âgés du groupe. Celui qui il a quand même une expérience politique, une réflexion. Et donc, c'est naturellement que ceux qui ont à la fois une expérience de la clandestinité et du combat, ou simplement qui ont en eux ce mythe du combat et de la lutte contre l'injustice qui est déterminante. Denis Péchanski, peut-on dire qu'il y a une surreprésentation de juifs au sein des FTP Moy et comment est-ce que ça s'explique? Il y a surreprésentation d'abord des étrangers dans la résistance, c'est-à-dire que en proportion, même si bien entendu ça reste une minorité parmi les étrangers qui vivent en France, mais il y a une surreprésentation des étrangers dans la résistance, il y a une surreprésentation des juifs, bien entendu, parce que ça renvoie certainement à toute l'histoire des persécutions. Et en particulier pour les juifs étrangers qui viennent en France comme réfugiés dans les années 30, qui fuient le nazisme, qui se retrouvent confrontés à deux régimes qui considèrent qu'ils sont des ennemis désignés. Je veux dire, quand Vichy dit en 40, donc quand l'État français dit mais la vraie raison de l'effondrement de la France, ça tient à un complot ourdi par ce que Pétain va appeler les forces de l'anti-France depuis la Révolution française, excusez du peu. Bon. Et donc pour régénérer la société française de l'intérieur, il faut exclure les éléments jugés responsables de la défaite, et au premier rang, le juif, l'étranger, le communiste, franc-maçon. Donc je veux dire, ils sont évidemment des cibles privilégiées. On a vu l'aspect révolution nationale, l'exclusion, l'explication de la défaite, mais à côté, il y a le choix de la collaboration. Et le choix de la collaboration, ça veut dire aussi le choix de la collaboration des polices. Et que donc, les Allemands, ils ne sont pas idiots, hein. Ils savent très bien que la police parisienne en particulier est autrement plus efficace que les Allemands pour pouvoir se confronter à la résistance française. Parce qu'ils connaissent ces militants d'avant-guerre. Et en plus, ils ont des techniques que les Allemands n'ont pas. La technique de la filature, c'est leur spécialité. On a là des policiers français qui vont combattre au service de l'occupant contre des étrangers qui combattent pour la libération de la France. Le chiasme est quand même assez spectaculaire. Hein. Un petit mot, Denis Péchanski, sur Marcel Reimann, vous l'avez mentionné tout à l'heure. Il est emblématique de ces jeunes, très jeunes garçons, 17, 19, 21 ans, qui rentrent dans la résistance armée chez un juif étranger dont très souvent une partie de la famille a déjà été arrêtée et déportée. Oui, son père a été arrêté en 1941, donc il a vraiment été il figure très sur la marqué. fiche rouge. Hein. Lui-même figure sur la fiche rouge. On le voit même représenté dans les petits films qui ont accompagné cette grande campagne de propagande avec un revolver à la main. Le petit problème, c'est qu'il a une tête d'ange. Donc, je veux dire, là, la propagande allemande, elle a mal ciblé, quoi. Et c'est vrai qu'il symbolise d'autant plus cet engagement qu'il est dans l'équipe spéciale. Et l'équipe spéciale, c'est celle qui est chargée des opérations les plus spectaculaires,
dont notamment... Et évidemment l'exécution de Julius Ritter. Et on prend toujours cet exemple d'abord parce que c'était un colonel SS extrêmement important. Ensuite parce que ça illustre parfaitement... Du STO. Voilà, c'est le responsable du service du travail obligatoire en France. Donc ça concerne toute la population Toute française. la société française. Donc quand on se dit, quel est l'impact de ce genre d'action? Enfin, réfléchissons 2 secondes. Les familles, leurs gosses, ils vont en Allemagne pour remplacer les Allemands qui vont sur le front de l'Est. On leur impose ça. Et là, ils se trouvent avec des résistants qui exécutent celui qui est responsable du STO en France. Moi, j'imagine la réaction. Ça doit être, ah ouais, quand même. Ah oui, ils sont bons, les petits, là. Donc l'efficacité militaire, elle est dans l'efficacité politique. L'opération a été menée depuis des mois, sous la responsabilité d'Olban, le prédécesseur de Manouchian, et menée par une femme, Christina Boïko, qui était la responsable du service de renseignement. Alors pas au sens où on l'entend aujourd'hui, c'est un service qui était chargé de repérer les cibles les plus spectaculaires, les plus importantes, et puis de dire, voilà, il habite là, maintenant, c'est à vous d'agir. Alors justement, on y vient au rôle des femmes, mais d'abord, Mélinée, l'épouse de Missak Manouchian, parce que Missak Manouchian entre au Panthéon accompagné de Mélinée, comme Simone Veil était entrée accompagnée de son mari, Antoine Veil. On a tous en tête la lettre bouleversante que Missak écrit à Mélinée. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de Mélinée? Qui était-elle? C'était aussi une rescapée du génocide. C'est aussi une orpheline du génocide des Arméniens avec sa sœur, placée dans différents orphelinats. Ensuite, arrive en France au sein d'une école qui est maintenant au Rincy, mais qui arrive d'abord qui était créée à l'origine dans l'Empire ottoman, et arrive à Marseille en 1926, puis l'école déménage et est installée au Rincy en région parisienne. Donc et elle existe toujours. Et elle existe toujours, et elle étudie dans cette école pendant 5-6 ans. Et ensuite, elle monte bien sténodactylo. On apprenait les métiers aux enfants dans les orphelinats pour qu'ils puissent se débrouiller dans la vie. Et elle milite très tôt, elle aussi, dans la mouvance communiste et au sein de ce comité d'aide à l'Arménie. C'est là qu'elle rencontrera Missak lors d'un bal. Voilà. Et elle est à la fois, bien sûr, l'absorbe. Ils ont partagent un destin commun. Ils partagent, bien sûr, leur identité arménienne, la même identité politique. Non. Et pendant la guerre, elle s'engage aussi. Alors, non seulement on évoque le rôle des femmes comme agents de liaison, comme tapant des tracts, mais ce qui n'était pas non plus si évident que ça, si anodin, puisqu'il était interdit de posséder des machines à écrire. Elle transportait les armes, et les récupérait jusqu'aux hommes qui allaient, eux, désarmés pour, en cas d'arrestation en cours de route, ne pas risquer jouer leur peau. Elle jouait leur peau. Elle jouait leur peau. Elle jouait leur peau, d'ailleurs certaines, comme Olga Ramandzic, on va en parler. On va en parler. Donc, et ensuite, elle échappe un peu de justesse à l'arrestation. Elle se cache, elle est cachée dans la famille des Aznavourian, les parents de Charles Aznavour, qui en parle d'ailleurs dans ses mémoires. Et après, à la fin de la guerre, elle jouera un autre rôle. Donc, bien sûr, la lettre sera connue, la lettre à Mélinée quand elle sera arrivée. Mais elle va essayer d'honorer justement ce que demandait Missak, la mémoire de Missak et de ses compagnons. En faisant publier, bien sûr, ses poésies à titre posthume, en allant en Arménie aussi, en essayant de faire valoir cette mémoire en Arménie, où elle emmène d'ailleurs ses archives, les archives de Missak qu'on a retrouvées un peu récemment, enfin les carnets, des éphémérides, etc. Et puis elle reviendra en France et pendant, on peut dire toute sa vie, en fait, elle essaiera d'évoquer la mémoire non seulement de Missak, mais aussi de tout ce mouvement de résistance des Arméniens et du groupe, Manouchian. Donc elle joue un rôle à la fois concret, d'acteur dans cet engagement, et aussi de porteuse de la mémoire et de transmission. Un mot tout de même sur la seule femme qui figure sur l'affiche rouge. Il s'agit de Olga ou Golda. Golda Bansik. Elle est arrêtée, elle aussi, en novembre 1943. Et elle a joué un rôle essentiel, notamment dans le transport des armes. C'est tout simplement celle qui s'occupait de toute l'intendance armée. C'est-à-dire tout de même, le service de l'armement, c'était elle. Et c'est très émouvant parce que c'est une femme qui, comme Christina,
qui a l'expérience des années 30. Elle est engagée dès l'âge de 16 ans en Bessarabie, en Roumanie, contre le gouvernement roumain. Elle est en prison et puis finalement elle peut sortir de prison et elle va venir en France. Donc elle a cette expérience de l'entre-deux-guerres, du combat clandestin, de l'engagement communiste, et puis elle va continuer pendant la guerre et elle va avoir un poste très important. Ça n'est pas par hasard, effectivement, si elle se retrouve dans les 23. Il s'avère que les Allemands n'exécutent pas de femmes en France. Et pourquoi ? Imaginez l'impact qu'aurait l'exécution d'une femme si elle était connue par la population. Au moins, les Allemands avaient bien compris que là, c'était un pas qu'il ne fallait pas franchir. Et donc, on la condamne à mort, on l'exfiltre en Allemagne, on l'exécute à Stuttgart. Elle est guillotinée en Allemagne, comme d'autres, comme Simon Schloss, comme quelques autres. Et ça, c'est très important de comprendre que les Allemands, ils sont toujours pris entre eux, on va monter une opération, et en même temps, il faut que ça marche dans la société. On va mener une opération avec une affiche collée sur tous les murs de Paris et bien au-delà, avec une brochure. On le présente comme des assassins, des étrangers, des juifs, l'armée du crime, qui tuent des Français. Or, il y avait une règle d'or chez les FTP et MOI, c'est de viser des Allemands. Ce qui fait que, y compris dans l'affiche rouge, on voit le corps d'un Français, d'un commissaire français allongé qui a été tué, etc. Et c'est pas eux qui l'ont tué. Il est tué à Gonesse par des FTP français. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'il n'était pas question une seconde pour les Allemands de montrer un Allemand tué dans une affiche par ses combattants, parce que tout le monde dirait « Ah ouais, chapeau, là, ils ont liquidé un Allemand. Alors, trouvez-moi un commissaire français, on va le mettre dessus. Et en plus, on va montrer dans le documentaire qu'il tue des prêtres, il tue des femmes, etc., etc. » Mais alors, cette campagne de propagande, est-ce qu'elle marque l'opinion publique ? Est-ce qu'elle fonctionne ? Comment est-ce qu'on peut mesurer ? Elle s'inverse. Elle s'inverse. Elle s'inverse, c'est-à-dire que on trouve bien dans les rapports des renseignements généraux, soit on n'en parle pas du tout, ce qui est très symptomatique, soit on dit non, problème, ça passe pas. Bon, on est déjà en 44, faut pas oublier, et puis en même temps, on voit bien que ces combattants, l'exécution de Julius Ritter, ça reste. Claire Mouradian, Missak Manouchian, on l'a dit, c'était un Arménien qui dirigeait un réseau de résistants composé de nombreux juifs étrangers. Est-ce que pendant la guerre, juifs et arméniens se reconnaissent une communauté de destin ? Est-ce que la mémoire de 1915 active une prise de conscience particulière chez les Arméniens ? Certainement, d'autant que pendant la Première Guerre, l'Empire ottoman était allié de l'Allemagne, que l'Allemagne a joué un rôle non négligeable, alors parfois actif, mais principalement passif, mais enfin dans le génocide, même quand il le critiquait avec les missionnaires, c'est de montrer que ça allait à l'encontre de l'image de l'Allemagne civilisée, etc. Enfin bon, pour le bénéfice de la guerre, les Allemands ont fermé les yeux, ont été aussi déjà les termes n'existaient pas, mais des négationnistes, ou en tous les cas, ont fait de la contre-information. Et donc ce souvenir n'est certainement pas oublié chez les Arméniens. Pendant la Première Guerre aussi, ceux qui ont été dénoncés, les persécutions à l'égard des Arméniens ont souvent été des Juifs. Alors, il y a les héritiers du mouvement arménophile, dans lequel on trouvait figures comme Bernard Lazare ou d'autres, mais aussi l'ambassadeur américain Morgenthau et quelques autres. Et donc il y a, on connaît le roman de Franz Werfel, Les 40 jours du Moussadar, qui commémore une des actions d'autodéfense des Arméniens. C'est le monde Moïse, le Moussadar, qui était, paraît-il, appris par cœur et récité dans le ghetto de Varsovie par les résistants du ghetto de Varsovie. Donc il y a en permanence ces affinités, ces accointances, et évidemment ça leur rappelle ça. C'est dit très clairement dans les souvenirs de Mélinée, parfois dans la correspondance. Et pendant la guerre, alors il y a de tout évidemment, mais il y a souvent des entraides, des gens qui en cachent d'autres, il y a des faux papiers qui sont donnés. Enfin, après, il y a
puis avoir aussi des dénonciateurs, hein, l'un n'exclut pas l'autre. Mais en tous les cas, au sein du groupe des FTP-MOI, je pense qu'il y a une entente voilà, qui va au-delà des différences que les uns ou les autres peuvent avoir et qui se retrouvent parfaitement. Enfin, ça évoque immanquablement cela. Enfin, en permanence, les persécutions des autres sont vécues, des uns sont vécues par les autres comme des réminiscences à chaque époque de l'histoire. Et puis ils vivent souvent aussi, avant même d'être éventuellement engagés ou même sans être engagés, ces gens qui vivent dans les mêmes quartiers. Des gens qui ont à peu près les mêmes conditions sociales, qui ont plus ou moins les mêmes métiers. Donc, il y a beaucoup plus de liens et de convivialité, d'acquaintance qu'on ne le pense, enfin, qu'on imagine aujourd'hui, parce que c'est peut-être plus, la vie est un petit peu différente. Mais dans ces milieux populaires, ils se côtoient en permanence, et puis ils sont aussi étrangers les uns et les autres. Il y a on a évoqué plusieurs fois le fait que ce sont des apatrides ou des réfugiés. Donc il y a aussi le sort des réfugiés et des apatrides est un sort commun, le fait d'être étranger dans un pays, de plus ou moins bien parler la langue, d'avoir un accent. Donc on a Missak qui écrit très très bien en français, est un amoureux de la langue française. On ne sait pas exactement comment il le prononçait. Et en tous les cas, je pense qu'ils se retrouvent facilement de ce point de vue-là. Missak Manouchian, il est finalement arrêté en novembre 1943 avec Joseph Epstein, qui est son supérieur hiérarchique. Ils ont un rendez-vous à la gare du Petit Bourg, non loin de Paris. Tout le réseau, finalement, va tomber. Pourquoi Joseph Epstein ne figure pas sur la fiche rouge et pourquoi il n'a pas été jugé avec les autres en février 1944 ? Je dirais que c'est une jolie histoire, ça. J'ai réussi à reprendre tous les fils, quand tout d'un coup je me suis dit, mais bien entendu, quand il est arrêté, il a des papiers en béton. Il s'appelle pas Joseph Epstein, juif polonais. Il est blond, il s'appelle Joseph Estin, né au Bouscat, à côté de Bordeaux, et sur l'affiche on voit bien français arien. Et vous imaginez un procès avec comme accusé principal, puisqu'il était le chef de tous les FTP de la région parisienne, depuis mai 1943, on aurait mis donc en premier un Français, bon d'accord communiste, mais Français arien, ça collait pas. Donc on va l'exfiltrer, et on va le mettre dans un autre procès, bien entendu, il sera aussi condamné à mort et exécuté, parce qu'il faut comprendre que dans la suite de l'arrestation de Manouchian et d'Epstein, vont tomber tous les responsables des FTP-F de la région parisienne. Donc il va être mis dans ce procès-là, ce qui avait sa cohérence, mais fondamentalement, c'est parce qu'il s'appelait Joseph Estin, et qu'on n'allait pas faire un procès qui dénonce les métèques, les juifs et communistes, avec un gars qui était certes communiste, mais français arien, tout simplement. Et vous considérez qu'il est en quelque sorte réhabilité, en tout cas son rôle très important au sein des FPT-MOI est reconnu, puisque le nom de Joseph Epstein figure sur cette plaque apposée à côté du couple Manouchian dans le Panthéon. C'était essentiel de l'honorer, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que cette plaque, en fait, c'est des lettres qui vont être ajoutées juste à côté du caveau. C'est une décision qui a été prise depuis déjà des mois et qui a été officialisée le 7 décembre lors de la visite du président de la République. Tous les noms qui sont inscrits là sont des noms de résistants qui sont honorés au Panthéon. C'est pas simplement, comme l'a d'ailleurs très bien dit le président, et c'était l'esprit de l'unité laïque et de Sakoun qui sont à l'origine du comité pour la panthéonisation, c'est-à-dire dimension universaliste, avec lui sont tous les étrangers qui rentrent au Panthéon, les résistants étrangers, bien entendu. Mais là, c'est inscrit et ils sont reconnus, honorés comme tels. Et ça, c'est fondamental. Et effectivement, c'était très important. Donc j'ai tenu à ce que ça soit, je l'ai proposé, ça n'a posé strictement aucun problème, bien entendu.
Simplement, il y avait une singularité, c'est qu'il n'était pas dans les 23 de la fiche rouge. Il n'était pas FTP-MOI, puisque c'était le chef des FTP-F, on va dire, ou des FTP de la région parisienne, incluant les FTP-MOI. Donc, c'est pour ça que il y avait cette singularité, ce qui, je ne vous cache pas, crée quelques difficultés quand on doit donner un nom global à la commémoration. Et vous faites partie de ce comité que vous avez évoqué, qui a initié le mouvement, qui a réclamé l'entrée de Missak Manouchian au Panthéon. Comment la figure de Manouchian s'est imposée à vous? Elle s'imposait depuis longtemps. Moi, par exemple, parce que je travaille sur les étrangers dans la résistance depuis le centre d'étrangers en 89 quand même, les étrangers dans la résistance, puis le film sur la traque de la fiche rouge, jusqu'à aujourd'hui. Je travaille sur ces sujets-là, ça coulait de source. Et en 2015, par exemple, quand il y a eu la panthéonisation des 4 résistants, moi, je suis rentré dans une colère noire et je l'ai écrit. En 2014, j'étais interrogé parce que c'est en 2014 que ça a été annoncé. Il n'y avait ni résistants étrangers, ni résistants communistes. Parce que mon problème, c'est pas pourquoi Manouchian est panthéonisé aujourd'hui, c'est pourquoi il ne l'a pas été avant. Et en même temps, on ne peut pas s'empêcher de penser que cette panthéonisation intervient dans un contexte très particulier, plutôt hostile à l'immigration. Alors comment est-ce qu'on pense cette simultanéité? Mais ça, c'est hostile à l'immigration. On fait souvent le lien avec la loi sur l'immigration, sauf que bien sûr que la décision est antérieure. Nous, la rencontre qu'on a eue avec dans le comité de Sakoun, la rencontre qu'on a eue avec les membres du cabinet du président de la République, c'est du 30 mars 2022. Donc c'était bien avant la loi sur l'immigration. Donc là maintenant, on fait un anachronisme, on essaye de se dire quoi que ce soit, mais il y a aussi sans doute quelque chose derrière, non pas dans la décision, mais dans la façon dont c'est reçu, parce qu'il y a une unanimité assez extraordinaire. Autour de Manouchian. Ah oui, actuellement, les seuls qui sont vraiment opposés, c'est les Zémouriens. Mais en dehors de... je ne vais pas les qualifier. Mais tous les autres, c'est peut-être aussi qu'il y a un message très important aujourd'hui, qui est le message universaliste. C'est de dire que, oui, ils étaient arméniens, ils étaient communistes, ils étaient juifs, ils étaient tout ça en même temps. Bon, ils avaient un amour de la France. Et la France, des valeurs partagées. La France, des valeurs héritées de la Révolution française et de la République laïque. Oui, ils étaient ensemble là-dedans, dans ce combat. Et c'est peut-être ça le message qui est porté par cette panthéonisation, en dehors d'une reconnaissance qui s'imposait. Claire Mouradian, pour conclure ce message universaliste de cette panthéonisation, il est important pour la communauté arménienne française aujourd'hui. Qu'est-ce qu'incarne finalement ce couple Manouchian? Effectivement, il suscite une très grande fierté au sein de la communauté arménienne, ou des Arméniens dans le monde d'ailleurs, parce qu'en Arménie aussi il y a un écho, et puis même je pense dans d'autres pays d'accueil. C'est-à-dire, pour avoir travaillé un peu sur notamment le processus d'intégration des Arméniens en France, qui sont présents dans le paysage depuis fort longtemps en réalité, même si c'était pas aussi nombreux que les Juifs, enfin dès le Moyen-Âge on en a, mais enfin bon, l'essentiel vient bien sûr des rescapés du génocide. On voit que ça se fait aussi dans le contexte de l'évolution du discours français sur les étrangers. Il y a plusieurs discours en fait qui cohabitent en même temps. C'est pas successif. Et au même moment, vous avez le discours intégrateur, le discours qui parie sur l'intégration et justement sur l'adhésion aux valeurs de la République et l'inclusion dans la société au nom de ces valeurs universalistes. Et il y a le discours exclusif à l'autre pôle. Et puis et donc les deux coexistent en même temps avec l'accent plus ou moins mis sur l'un ou l'autre suivant les périodes, sur le contexte général, le contexte international, le contexte économique. Et donc là, d'une certaine façon, on arrive peut-être à un moment où on a pu faire une espèce de réunion, communion peut-être entre ces pôles et donc c'est assez heureux. Alors évidemment, je dis ça satisfait beaucoup la communauté arménienne de France et donc évidemment c'est un moment important.
Merci Claire Moradian. Merci à vous. Merci Denis Péchanski. On rappelle que vous publiez ensemble ce livre très dense consacré aux époux Manouchian aux éditions textuelles. Avec Astrid Gatamian. Avec Astrid Gatamian, tout à fait. Et on signale également une bande dessinée à laquelle vous avez contribué, Denis Péchanski. Missak Manouchian. Je ne suis pour rien dans le dessin, soyez. Une vie héroïque, publiée aux arènes. Et puis Elisheva, pour ceux qui voudraient prolonger ce débat, approfondir le sujet, je signale également ce livre de l'historienne Annette Wiewiórka qui vient de sortir aux éditions du Seuil, ça s'appelle Anatomie de l'affiche rouge. Et puis une autre bande dessinée également pour conclure, Du sang dans la clairière, c'est publié aux éditions Ouest France et c'est scénarisé par l'historien Tal Brutman. Et dans un instant, nous retrouverons Georges Dufault-Epstein, le fils de Joseph Epstein, le supérieur de Missak Manouchian, avec qui il a été arrêté. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonjour Georges Dufault-Epstein. Bonjour. Vous êtes le fils de Joseph Epstein, cet ancien résistant fusillé au Mont Valérien qui accompagne Missak Manouchian au Panthéon avec ses compagnons de l'affiche rouge. Nous allons évoquer avec vous la figure de votre père, de son nom de guerre, colonel Gilles. Il a été le chef des FTPP, c'est-à-dire les francs-tireurs et partisans pour toute la région parisienne. Georges Dufault-Epstein, quel a été précisément son rôle au sein de ce réseau ? Son rôle, c'est le rôle de tout dirigeant, c'est-à-dire organiser et puis anticiper. Et bien sûr, organiser au quotidien l'activité des FTP dans la région parisienne. Mais quel genre d'opération il menait ? Les opérations les plus connues, c'est des attentats contre l'armée allemande, des attentats contre des garages, des attentats contre des... par exemple, le centre de transmission allemand de Sainte-Assise, qui est à une trentaine de kilomètres de Paris. C'est des opérations uniquement contre des cibles militaires. J'ai même eu entre les mains une lettre qu'a reçue mon père de Albert Ouzoulias, qui était son supérieur hiérarchique, qui lui reprochait de ne pas assez organiser d'attentats contre les collaborateurs qui étaient des civils. Donc on voit qu'il y a bien une volonté là, de s'attaquer qu'à des cibles militaires. De quand date son engagement dans la résistance, votre père Joseph Epstein ? À quel moment il s'est dit je vais combattre l'occupant nazi ? J'ai presque envie de dire à sa naissance, puisque son parcours, que ce soit en Pologne ou en France, c'est un parcours de résistant permanent. En Pologne, il combat l'antisémitisme en s'engageant au sein du Parti communiste polonais. Il est obligé de quitter la Pologne pour des raisons politiques et il choisit, lui, la France, là aussi pour des raisons politiques. La France, pour lui, c'est le pays de la liberté. En France, immédiatement, il s'engage avec les ouvriers agricoles qui étaient exploités dans la région tourangelle où il habitait, et il les défend, et l'ambassade de Pologne exige qu'il soit expulsé de Tours. Il part à Bordeaux, il fait ses études de droit, le putsch de Franco en Espagne commence, et immédiatement il s'engage dans les brigades internationales. Il combat jusqu'en 1939 dans les brigades internationales. C'est d'ailleurs là qu'il apprend les techniques de la guérilla, techniques qu'il appliquera ensuite dans la résistance en France. Il revient en France en 1939 et dès la déclaration de guerre, il s'engage dans la Légion étrangère. Fait prisonnier, bien sûr, comme l'armée française est vaincue, et il s'évade immédiatement. Il est fait prisonnier en juin et il s'évade en décembre 1941. Donc très rapidement. Il rejoint la France. Immédiatement, il organise sa résistance. Et sa résistance, en 1941, c'est apprendre aux jeunes à manier les armes, puisque lui, il a une expérience militaire en Espagne, et il est repéré
il est repéré comme étant un organisateur de grande qualité. Et en février 1943, il est nommé responsable des FTP de la région parisienne. Donc un engagement permanent. Votre père, Joseph Epstein, va être arrêté avec Manouchian le 16 novembre 1943. Vous étiez né, vous étiez un enfant de 2 ans, né en 1941. Votre mère était également engagée dans la résistance. Oui. Que vous a-t-elle raconté sur son arrestation Alors sur l'arrestation, rien. Et sur la vie de mon père en tant que résistant, pas grand-chose. Ma mère était une résistante aussi. D'abord, elle a été agent de liaison. Et puis, comme il nous avait cachés à la campagne pour des raisons de sécurité, elle s'est engagée dans la résistance locale. Et là, elle s'était engagée comme infirmière du maquis. Et donc, ça a été aussi une résistante. Et comme beaucoup de résistants que j'ai rencontrés, ils étaient tous extrêmement discrets sur leur vie de résistant. Ils n'en parlaient pas. Et ma mère, ça a été le cas. J'ai beaucoup plus appris sur mon père en lisant tous les bouquins qui ont été écrits sur lui. Et c'est là que j'ai appris ce qu'il était. C'est comme ça que je l'ai appris. C'est pas ma mère qui m'en a parlé. Elle m'en a parlé un petit peu, mais très peu finalement. Très très peu. Georges Dufault-Epstein, comment on grandit, comment on se construit avec l'image d'un père, la mémoire d'un père qui a été un héros de la résistance contre l'occupant nazi, même si vous l'avez découvert petit à petit? D'abord, le problème d'avoir un père qui a été un héros, comme on dit, c'est qu'on n'a pas de père. Et ça, c'est déjà un manque. C'est déjà extrêmement difficile. Et ma mère a été obligée de m'élever seule. Je peux le dire parce que c'est pas un mystère. Elle a fait une grande bêtise. Elle a voulu se remarier. Et sa grande bêtise, ça a été de me demander mon autorisation. J'avais 8-9 ans. Et bien sûr, comme tout enfant jaloux, je lui ai dit non. Et elle a fait une deuxième bêtise. Elle m'a écouté. Et elle ne s'est pas remariée. Donc, j'ai vécu... l'image du père, c'était l'image des amis. C'était l'image de son entourage, qui était un entourage extrêmement varié. C'était tous les amis de Bordeaux, où ils avaient fait tous leurs études. C'est comme ça que j'ai eu des modèles masculins. Le plus dur, finalement, c'est dans la vie professionnelle. Parce que je ne voulais pas être le fils d'eux. Je voulais être reconnu pour ce que j'étais moi. Donc, durant toute ma vie professionnelle, j'ai pas dit qui j'étais. Ou je l'ai dit qu'à mes amis les plus proches. Comme ça, j'étais sûr que j'étais reconnu pour ce que j'étais moi, et pour mes qualités personnelles et pour ma valeur personnelle. Et je ne me suis engagé dans le travail de mémoire que je réalise aujourd'hui que lorsque j'ai été à la retraite. Mais c'est intéressant ce que vous dites parce que vous portiez aujourd'hui vous portez un double patronyme, oui. Mais à l'époque donc vous ne portiez que le nom de Dufault. Vous pouvez nous expliquer cette histoire? Alors à l'époque je m'appelais Georges Dufault, bien sûr, et Dufault c'était le nom du premier mari de ma mère. C'était un mariage blanc que mon père avait demandé à son meilleur copain Jean-Lucien Dufault de se marier avec ma mère pour qu'elle ait la nationalité française. Puisqu'à l'époque, on obtenait la nationalité française le jour du mariage. Jean-Lucien Dufault et ma mère, Perla Greenfeld, ont divorcé en 1939, mais la Deuxième Guerre mondiale était commencée, l'administration était un petit peu désorganisée, et le divorce n'a pas été porté sur les livret de famille. Mes parents, Joseph Epstein et Perla, se sont remariés officiellement en avril 1940. Mais quand je suis né en décembre 1941, mon père s'est présenté à la mairie du 15e avec le certificat de naissance délivré par l'hôpital. Et il a dit « Je m'appelle Jean-Lucien Dufault ». Donc je viens déclarer la naissance de mon fils et il a présenté le livret de famille de mariage de ma mère avec Jean-Lucien Dufault et je suis inscrit sur ce livret de famille. En 1945, ma mère entame des démarches pour que je retrouve mon vrai nom et que je m'appelle Georges Epstein.
Et la justice lui répond non. Non, c'est pas possible, votre livret famille est vrai. Et l'état civil en France, c'est un état dans l'état, hein, c'est impossible à changer. Et puis, j'ai travaillé avec Pascal Convert à l'écriture de la biographie de mon père qui s'appelle Joseph Epstein, bon pour la légende. Et Pascal était ami avec Robert Badinter. Et moi, j'ai travaillé avec Pascal pendant 4 ans. Et partant à la découverte de mon père, je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas possible de continuer à s'appeler Georges Dufaux, alors que Epstein, c'est un héros. Donc il faut que je m'appelle, il faut que je change de nom. Et j'ai demandé à rencontrer Badinter. Robert Badinter a accepté de me voir. On a discuté ensemble et il m'a dit, eh bien écoutez, il faut aller au Conseil d'État et je vous propose des avocats qui vont aller plaider au Conseil d'État. Je les ai rencontrés, on a discuté, ils m'ont dit non, il ne faut surtout pas demander à vous appeler Georges Epstein, la justice d'aujourd'hui ne voudra pas contredire la justice d'hier. Donc nous on vous propose de vous appeler Georges Dufaux Epstein. Mon temps de réflexion n'a pas été de 2 mois, il a été de 2 secondes. Oui, ça a été oui, immédiatement. Pourquoi ? Eh bien, Jean-Lucien Dufaux était aussi un héros. Il a aussi été fusillé par les nazis pour fait de résistance. Donc m'appeler Georges Dufaux Epstein, c'était un honneur, je portais le nom de 2 résistants. Donc j'ai eu l'autorisation, en juillet 2008, j'ai eu l'autorisation de m'appeler Georges Dufaux Epstein, accoler les 2 noms, que je porte avec fierté, parce que tous les deux sont des résistants qui sont morts pour la même cause. Et je réponds en fait indirectement à une question que vous m'avez posée tout à l'heure. Pendant très longtemps, Joseph Epstein, c'était un demi-dieu. Ce que j'avais lu, le peu que ma mère m'avait raconté, ce que racontaient les amis de ma mère, moi je l'avais mis sur un piédestal. Lui, il était extraordinaire, c'était pas un être humain. Et puis j'ai travaillé avec Pascal Convert et j'ai rencontré et j'ai discuté avec beaucoup de témoins de l'époque. Énormément, y compris des gens que je rencontrais tous les jours. Joseph Minck, par exemple, c'est un ami très proche. Je suis toujours ami avec Alain Minck. C'est un ami très proche et jamais il m'avait parlé de mon père comme il m'a parlé lorsqu'on l'a interviewé pour le film qui est passé sur Arte. Il m'a parlé de l'homme, là. Il m'a parlé de l'homme qui aimait la vie, qui aimait s'amuser, qui aimait danser. Donc depuis que j'ai travaillé avec Pascal Convert, depuis que je sais ce qu'il était réellement, qu'il était cet homme extrêmement chaleureux, extrêmement humain, qui aimait rire, qui aimait s'amuser, j'ai un père. C'est plus un héros, c'est un père. Et ça m'est arrivé ça, j'avais plus de 65 ans. Pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que bien que je ne l'ai pas connu, il est mort, j'avais 2 ans et demi, il a été arrêté, j'avais 2 ans, donc je ne peux pas dire que je l'ai connu. Eh bien maintenant, j'ai l'impression d'avoir un vrai père, comme tous les enfants. Et je vous assure que c'est un sentiment extraordinaire. Missak Manouchian fait donc son entrée au Panthéon et le nom de votre père, Joseph Epstein, ainsi que ceux des 23 de l'affiche rouge sont associés à cet événement puisqu'ils figurent sur une plaque, leur nom figure sur une plaque apposée juste à côté. Quel est votre sentiment face à cette cérémonie, cet hommage national, cette reconnaissance finalement du rôle des étrangers dans la résistance ? Pour moi, le fait qu'un étranger, un résistant étranger, rentre au Panthéon, c'est comme si mon père y entrait. D'autant plus qu'avec ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que le nom de tous les résistants qui ont été fusillés avec Manouchian, plus Olga Banchik, qui a été guillotinée en Allemagne, figure au Panthéon sur son tombeau, c'est quelque chose qui les associe. Et chose encore plus extraordinaire, et je dis merci à Denis Péchanski, parce que c'est grâce à lui, que mon père, qui était le chef de tous les FTP de la région parisienne et qui a été arrêté avec Manouchian, soit aussi inscrit sur ce tombeau. Pour moi, c'est extraordinaire. C'est presque comme s'il rentrait au Panthéon. J'avoue que j'ai une très grande fierté, je le dis, sans honte, j'ai une très grande fierté de savoir que le nom de mon père sera inscrit au Panthéon. Parce que
Je ne peux pas oublier que dans la dernière lettre que mon père m'a envoyée, elle est écrite recto verso, elle est pleine, il n'y a plus de place. Et ces derniers mots, il l'a écrit 3 heures avant de mourir. Et il y a une toute petite marge. Et en travers de la marge, il écrit son dernier message. Il écrit « Vive la liberté, vive la France ». Je crois que ça résume bien le sens de son combat. Il se battait pour la liberté et il se battait pour la France. Il était polonais pourtant. Eh bien, il se battait pour la France. Je crois que c'est ça qui rentre au Panthéon pour moi. Ce sont des étrangers, mais ils se sont battus pour la France. Je suis français, donc c'est avec fierté que je le dis. Merci Georges Dufault-Epstein. Et nous terminons cette émission avec l'artiste d'origine arménienne Fred Nefché qui nous fait l'honneur de dire et d'interpréter la lettre à Mélinée, cette lettre que Missak Manouchian écrivit à son épouse quelques heures avant son exécution, une lettre qu'il a mise en musique pour Academ et RCJ. Ma chère Mélinée, ma petite orpheline bien-aimée, dans quelques heures, je ne serai plus de ce monde. Nous allons être fusillés cet après-midi à 15h. Cela m'arrive comme un accident dans ma vie. Je n'y crois pas, mais pourtant je sais que je ne te reverrai plus jamais. Que puis-je t'écrire ? Tout est confus en moi et bien clair en même temps. Je m'étais engagé dans l'armée de la libération en soldat volontaire et je meurs à 2 doigts de la victoire et du but. Bonheur à ceux qui vont nous survivre et goûter la douceur de la liberté et de la paix de demain. Je suis sûr que le peuple français et tous les combattants de la liberté sauront honorer notre mémoire dignement. Au moment de mourir, je proclame que je n'ai aucune haine contre le peuple allemand et contre qui que ce soit. Chacun aura ce qu'il méritera comme châtiment et comme récompense. Le peuple allemand et tous les autres peuples vivront en paix et en fraternité après la guerre qui ne durera plus longtemps. Bonheur à tous. J'ai un regret profond de ne t'avoir pas rendue heureuse. J'aurais bien voulu avoir un enfant de toi, comme tu le voulais toujours. Je te prie donc de te marier après la guerre sans faute et d'avoir un enfant pour mon bonheur et pour accomplir ma dernière volonté. Marie-toi avec quelqu'un qui puisse te rendre heureuse. Tous mes biens et toutes mes affaires, je les lègue à toi, à ta sœur et à mes neveux. Après la guerre, tu pourras faire valoir ton droit de pension de guerre en tant que ma femme, car je meurs en soldat régulier de l'armée française de la libération. Avec l'aide des amis qui voudront bien m'honorer, tu feras éditer mes poèmes et mes écrits qui valent d'être lus. Tu apporteras mes souvenirs si possible à mes parents en Arménie. Je mourrai avec mes 23 camarades tout à l'heure avec le courage et la sérénité d'un homme qui a la conscience bien tranquille. Car, personnellement, je n'ai fait de mal à personne. Et si je l'ai fait sans haine. Aujourd'hui, il y a du soleil. C'est en regardant le soleil et la belle nature que j'ai tant aimé, que je dirai adieu à la vie et à vous tous, ma bien chère femme et mes bien chers amis. Je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal ou qui ont voulu me faire du mal, sauf à celui qui nous a trahis pour racheter sa peau et ceux qui nous ont vendus. Je t'embrasse bien fort, ainsi que ta sœur et tous les amis qui me connaissent de loin ou de près. Je vous serre tous sur mon cœur. Adieu, ton ami, ton camarade, ton mari, Manouchian Michel.